Stockholm, 23 août 1973. Il est précisément 10h15 du matin. Dans les rues ensoleillées de la capitale suédoise, la vie s'écoule paisiblement. Le café fume en terrasse, les passants profitent de la douceur de la fin de l'été. Rien, absolument rien, ne laisse présager que dans les prochaines minutes, l'histoire de la criminologie et de la psychologie mondiale va basculer à jamais. À l'intérieur de la Kreditbanken, une banque UP située sur la prestigieuse place Norrmalmstorg, 4 employés s'apprêtent à vivre une journée ordinaire. Parmi eux, Christine Enmark, une jeune femme de 23 ans, à l'avenir brillant. Elle échange un sourire avec un client. Soudain, les portes vitrées volent en éclats. Un homme surgit de nulle part. Son apparence est grotesque, presque théâtrale. Il porte une perruque, de longs cheveux teints en noir, du maquillage sombre grossièrement étalé autour des yeux, et une veste de costume trop grande. Mais ce qui tient dans ses mains n'a rien d'un déguisement. C'est un pistolet mitrailleur de l'armée. L'homme lève l'arme vers le plafond et lâche une rafale. Les morceaux de plâtre pleuvent sur le sol en marbre. L'homme hurle en anglais, avec un accent suédois à couper au couteau. The party has just begun. La fête ne fait que commencer. Cet homme, c'est Jan Erik Olsson, un criminel endurci en cavale, un habitué des prisons. Ce qu'il veut, de l'argent bien sûr, beaucoup d'argent. Mais ce braquage cache un but secret, bien plus obsessionnel. Pendant les 131 prochaines heures, cet homme va enfermer ses otages dans un sous-sol étouffant, une véritable boîte en béton. Le véritable mystère de cette histoire ne va pas résider dans la violence des armes, ni dans le montant du butin. Non. Le véritable mystère, c'est ce qui va se passer dans la tête des victimes. Une transformation psychologique si aberrante, si inexplicable pour l'époque, qu'elle portera bientôt le nom de cette ville. Voici l'histoire exacte de la naissance du syndrome de Stockholm. Quelques minutes seulement après les premiers coups de feu, la machine policière se met en marche. La Kreditbanken est totalement encerclée. Des dizaines de policiers en gilet pare-balles, des snipers postés sur les toits des immeubles du quartier et des nuées de journalistes qui débarquent avec leurs caméras. La place Norrmalmstorg devient en quelques heures le centre névralgique de l'attention européenne. À l'intérieur, Olsson fait le tri. Il n'a pas besoin d'une foule. Il relâche les clients terrifiés, mais décide de garder 4 employés de banque, des otages stratégiques. Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Sven Safstrom et la jeune Christine Enmark. Arme au poing, il les pousse brutalement vers le sous-sol, direction la chambre forte. C'est une pièce aveugle de quelques mètres carrés, blindée, tapissée de coffres-forts métalliques. Un véritable tombeau de béton. Les revendications d'Olsson tombent comme un couperet à la radio de police. Il exige 3 millions de couronnes suédoises en petites coupures, 2 armes, des gilets pare-balles, une voiture de fuite rapide avec le plein d'essence, et surtout, la libération immédiate d'un homme, Clark Olofsson. Pour comprendre ce braquage, il faut comprendre qui est Clark Olofsson. En 1973, en Suède, le mot idole n'est pas une exagération. À seulement 26 ans, Olofsson est une véritable icône de la pop culture criminelle. C'est le Robin des Bois suédois. Il est athlétique, charismatique, s'exprime avec une aisance déconcertante devant les caméras. Il braque des banques, s'évade des prisons de haute sécurité les unes après les autres, mais il n'a jamais tué personne. Le public fasciné voit en lui un rebelle qui défie le système bancaire austère. Les adolescents affichent même son portrait dans leur chambre. Et Jan Erik Olsson, notre braqueur maquillé, est le premier de ses fans. Olsson est un criminel de seconde zone, un perceur de coffres méprisé par le milieu. Durant un séjour en cellule, il a croisé le grand Clark Olofsson et a développé pour lui une admiration fanatique. Ce braquage, c'est le coup de sa vie. Son but secret, impressionner Clark, le libérer et s'enfuir avec son idole pour entrer dans la légende. Le gouvernement suédois dirigé par le Premier ministre Olof Palme se retrouve face à un dilemme inédit. Faut-il céder au chantage ? Face au risque imminent d'un bain de sang, la police prend une décision folle. Ils vont chercher Clark Olofsson directement dans sa cellule de prison, l'habillent en civil et l'emmènent à l'intérieur de la banque. Lorsque Clark Olofsson franchit le seuil de la chambre forte, la dynamique change instantanément. Pour la police à l'extérieur, c'est un cauchemar tactique. Il y a désormais 2 criminels chevronnés au lieu d'un. Mais pour les otages, recroquevillés sur le sol, l'arrivée de cet homme va tout bouleverser. Fermez les yeux et imaginez la scène. 6 personnes enfermées ensemble dans un espace confiné. Pas de fenêtre, pas de notion du jour ou de la nuit. La lumière crue des néons reste allumée 24 heures sur 24. L'air s'épuise lentement.
chargé de l'odeur de la sueur et de la peur. Pour utiliser les toilettes, les otages doivent s'isoler tant bien que mal dans un coin de la pièce, derrière un paravent improvisé, sous l'œil des caméras de surveillance de la banque que la police observe de l'extérieur. Au début, la terreur est absolue. Les otages s'attendent à mourir d'une balle dans la tête à chaque seconde. Jan Erik Olsson est nerveux, imprévisible. Mais c'est là, au fond de ce trou de béton, que le cerveau humain va déployer un mécanisme de survie inconscient et totalement fascinant. Contre toute attente, les deux ravisseurs commencent à se montrer humains, étrangement prévenants. Un soir, Elisabeth, glacée par la climatisation de la banque, se met à trembler de tout son corps. Olsson s'approche d'elle, elle ferme les yeux, terrifiée. Mais au lieu de la frapper, le braqueur retire sa propre veste de laine et la pose délicatement sur ses épaules pour la réchauffer. Une autre fois, Christine fait une crise de claustrophobie majeure. Elle étouffe, elle hurle. Clark Olofsson s'assoit alors à côté d'elle, lui prend doucement la main, lui parle d'une voix calme et apaisante. Pour lui occuper l'esprit, il prend un morceau de ficelle, lui coupe une longueur et commence à lui apprendre des jeux de doigts. Mais l'anecdote la plus folle concerne Sven, le seul otage masculin. Au 3e jour du siège, Olsson s'impatiente. La police refuse d'ouvrir la porte de garage pour leur voiture de fuite. Olsson décide qu'il doit envoyer un signal fort. Il doit blesser un otage. Il choisit Sven. Olsson s'approche de lui et lui murmure à l'oreille. Sven, je suis désolé. Je vais devoir te tirer dessus pour qu'il nous croie. Je vais viser le haut de la jambe pour ne pas toucher d'artère. Sois fort, ça va aller. Et là, l'impensable se produit. Sven accepte. Dans son esprit, il trouve normal de se faire tirer dessus pour aider son ravisseur à négocier. Finalement, Clark Olofsson intervient, calme Olsson et le convainc que c'est une mauvaise idée. Sven ne sera jamais touché et il développera une gratitude éternelle envers Clark, son prétendu sauveur. Pour vous et moi, avec le recul historique, cela ressemble à une manipulation psychologique évidente, une stratégie classique du bon flic et du méchant flic. Mais pour une victime dont la vie ne tient qu'à un fil, chaque petite attention, chaque absence de violence gratuite devient une preuve d'immense bonté. Et pendant ce temps, dehors, la police enchaîne les erreurs tactiques. À un moment du siège, un policier tente de refermer discrètement et de force la lourde porte blindée de la chambre forte pour y piéger les deux braqueurs. Mais Christine se trouve précisément au milieu du passage et manque d'avoir le crâne écrasé par la porte de métal. C'est Clark Olofsson qui se jette en avant, au péril de sa vie, la saisit par la taille et la tire en arrière. Pour Christine, le constat est sans appel. La police tente des manœuvres qui risquent de la tuer. Les braqueurs, eux, la protègent. La menace vient de changer de camp. L'ennemi n'est plus l'homme qui tient le fusil. L'ennemi, c'est l'État. Nous sommes au 9e jour du siège. Le Premier ministre suédois Olof Palme est dans son bureau, écrasé par le poids de cette crise ultra médiatisée. Le téléphone sonne. C'est une ligne directe qui a été installée entre son cabinet et la chambre forte de la banque. À l'autre bout du fil, ce n'est pas le braqueur Olsson qui hurle des menaces ou réclame des millions. C'est Christine Enmark, l'otage. La conversation qui suit est entièrement enregistrée par les autorités. Écoutez attentivement le ton de cette jeune femme de 23 ans. Monsieur le Premier ministre, je suis extrêmement déçue par votre comportement. Vous êtes en train de jouer avec nos vies. Mais Christine, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous sortir de là vivant. Non, vous ne comprenez rien. Je n'ai pas du tout peur de Clark et de Jan. Ils se comportent incroyablement bien avec nous, ils nous protègent, ils partagent leur nourriture. Ce dont j'ai peur, c'est de la police. Si vos hommes attaquent, nous allons tous mourir par votre faute. Je vous en supplie, laissez-nous partir avec eux dans la voiture. Je veux partir avec eux. Olof Palme est totalement déstabilisé. Une otage, censée être terrifiée par ses ravisseurs, prend publiquement leur défense et insulte les autorités de son pays. À l'extérieur, les experts en psychiatrie menés par le docteur Niels Bejerot, le conseiller scientifique de la police, commencent à s'arracher les cheveux. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre forte? Est-ce une ruse? Les otages ont-ils subi un lavage de cerveau? Sont-ils sous hypnose ou drogués? La prise d'otage s'éternise. Les jours passent. 4 jours. 5 jours. La tension grimpe à l'extérieur. La foule s'amasse sur place. Pendant ce temps, à l'intérieur de la cellule de béton, les 6 protagonistes jouent aux cartes, partagent des morceaux de poire, rient ensemble et développent une complicité presque fraternelle. Ils commencent même à planifier ce qu'ils feront ensemble une fois cette histoire terminée. Mais la police perd patience. L'image de l'État suédois est bafouée en direct à la télévision. Le 28 août, l'ordre ultime est donné. Il faut mettre fin à ce cirque, peu importe les risques. Le 28 août 1973. Il est un peu plus de 21h. Soudain, un vacarme assourdissant fait trembler les murs de la chambre forte. Un bruit de perceuse industrielle gigantesque. La police est en train de trouer le plafond de béton armé depuis l'étage supérieur. Pour contrer cette attaque, Jan Erik Olsson déploie sa dernière défense. Et elle est particulièrement sadique. Il entoure les piliers de la pièce avec des bâtons de dynamite.
Plus terrifiant encore, il force les 3 otages féminines à se tenir debout et leur passe une corde autour du cou, solidement amarrée aux structures des coffres-forts. Il crie vers les trous du plafond. Si vous envoyez du gaz, elles vont s'évanouir, elles vont tomber et elles se pendront elles-mêmes. La police n'écoute plus. Par les trous fraîchement percés, les forces spéciales injectent massivement du gaz lacrymogène. Une fumée âcre, toxique, qui brûle instantanément les yeux et les poumons. En quelques secondes, la visibilité devient nulle. Les otages hurlent de terreur, étouffent, luttent pour ne pas perdre connaissance et ne pas se tendre la corde autour du cou. Jan-Erik Olsson comprend que la partie est définitivement finie. Il n'a plus d'issue. Le gaz est trop dense. Il jette son pistolet mitrailleur au sol et hurle qu'il se rend. La lourde porte blindée de la chambre forte est enfin déverrouillée de l'extérieur par les forces spéciales. Les policiers, masques à gaz sur le visage et armes braquées, hurlent aux otages de sortir en premier, un par un, pour pouvoir les mettre en sécurité. Et c'est là que se produit la scène la plus surréaliste de toute l'histoire du crime. Les 4 otages refusent obstinément de sortir. Ils font physiquement bloc autour des 2 braqueurs. Christine et Mark, les yeux rougis par le gaz, hurlent aux policiers. Non, si nous sortons en premier, vous allez les abattre dans l'ombre. Nous ne bougerons pas. Ils exigent que les ravisseurs sortent en même temps ou devant eux pour leur servir de bouclier humain contre la police. Finalement, les forces de l'ordre doivent entrer de force dans la pièce pour séparer physiquement le groupe. Quand Jan-Erik Olsson et Clark Olofsson sont enfin menottés et traînés vers les paniers à salade, Christine Enmark et ses collègues se penchent vers leur bourreau, leur serrent chaleureusement la main, les embrassent sur la joue et leur murmurent en pleurant « Tenez bon, on se reverra ». L'histoire ne s'arrête pas là, et c'est peut-être le plus troublant. Dans les mois qui suivent, le comportement des victimes continue de défier toute logique apparente. Durant toute l'instruction, aucun des 4 otages n'accepte de témoigner à charge contre Jan-Erik Olsson ou Clark Olofsson. Pire encore, ils s'unissent pour créer une cagnotte publique afin d'aider à payer les frais de leurs avocats. Christine Enmark rendra visite à Clark Olofsson en prison pendant des années. Des rumeurs d'une idylle amoureuse feront la une des tabloïds suédois. Christine ayant même déclaré dans son autobiographie qu'elle était devenue, au fond d'elle-même, le syndrome incarné. Le psychiatre Nils Bejro, qui a suivi l'affaire minute par minute, pose alors un diagnostic clinique inédit. Il appelle d'abord cela le syndrome de Normalmstorg, qui sera rapidement traduit pour le monde entier sous le nom de syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, la psychologie moderne et le FBI ont décrypté ce phénomène. Ce n'est pas de la folie, ni de la stupidité. C'est une stratégie de survie biologique, inconsciente et automatique. Face à une mort certaine et sans aucune échappatoire, le cerveau humain opère une régression infantile. Le ravisseur devient une figure parentale toute puissante qui contrôle tout. L'accès à l'eau, à la nourriture, à la vie. Quand ce bourreau décide de ne pas vous tuer, le cerveau n'éprouve pas du soulagement, mais une gratitude immense. Il efface la haine pour la remplacer par de l'empathie, car s'aligner sur l'agresseur est la meilleure chance de rester en vie. On retrouvera ce syndrome des années plus tard dans des affaires criminelles tristement célèbres, comme l'enlèvement de la riche héritière Patty Hearst ou le calvaire de Natasha Kampusch. Jan-Erik Olsson a purgé une peine de 10 ans de prison. À sa sortie, il a mené une vie tranquille de père de famille, s'excusant publiquement auprès de ses anciennes victimes, qui lui avaient pardonné depuis bien longtemps déjà. Alors la prochaine fois que vous entendrez l'expression « syndrome de Stockholm », au détour d'une conversation, souvenez-vous de cette chambre forte étouffante, de ces 6 jours de l'année 1973, où la frontière entre le bien et le mal, entre le sauveur et le criminel, s'est totalement effacée sous la pression et la peur. C'est vraiment une histoire de dingue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire que je viens de vous raconter? Est-ce que vous connaissiez les origines de ce syndrome? Dites-moi ça dans les commentaires. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. Je me surprends un peu à dire ça parce que ça fait youtubeuse. Ouais, je suis une youtubeuse les gars maintenant, s'il vous plaît, soutenez ma chaîne, j'ai que 40 abonnés, voilà quoi. Donc si cette histoire vous a plu, ben voilà, abonnez-vous, comme ça vous en aurez une autre la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!